La duchesse hésitait encore, par peur d'une scène de M. de Guermantes devant Balti et Mistinguett, qu'elle trouvait adorable, mais avait décidément Rachel pour amie. Les nouvelles générations en concluaient que la duchesse de Guermantes, malgré son nom, devait être quelque demi-castor qui n'avait jamais été tout à fait du gratin. Il est vrai que, pour quelques souverains dont l'intimité lui était disputée par deux autres grandes dames, Madame de Guermantes se donnait encore la peine de les avoir à déjeuner. Mais d'une part, ils viennent rarement, connaissent des gens de peu, et la duchesse, par la superstition des Guermantes à l'égard du vieux protocole, car à la fois les gens bien élevés l'assommaient et elle tenait à la bonne éducation, faisait mettre Sa Majesté à ordonner à la duchesse de Guermantes à daigner, etc. Et les nouvelles couches, ignorantes de ces formules, en concluaient que la position de la duchesse était d'autant plus basse. Au point de vue de Madame de Guermantes, cette intimité avec Rachel pouvait signifier que nous nous étions trompés quand nous croyions Madame de Guermantes hypocrite et menteuse dans ses condamnations de l'élégance, quand nous croyions qu'au moment où elle refusait d'aller chez Madame de Sainte-Verte, ce n'était pas au nom de l'intelligence, mais du snobisme qu'elle agissait ainsi, ne la trouvant bête que parce que la marquise laissait voir qu'elle était snob, n'ayant pas encore atteint son but. Mais cette intimité avec Rachel pouvait signifier aussi que l'intelligence était en réalité chez la duchesse médiocre, insatisfaite et désireuse sur le tard, quand elle était fatiguée du monde, de réalisation, par ignorance totale des véritables réalités intellectuelles, et par une pointe de cet esprit de fantaisie qui fait à des dames très bien qui se disent « comme ce sera amusant », finir leur soirée d'une façon à vrai dire assommante, en puisant la force d'aller réveiller quelqu'un à qui finalement on ne sait que dire, près du lit de qui on reste un moment dans son manteau de soirée, après quoi, ayant constaté qu'il est fort tard, on finit par aller se coucher. Il faut ajouter qu'une vive antipathie, qu'avait depuis peu pour Gilberte la versatile duchesse, pouvait lui faire prendre un certain plaisir à recevoir Rachel, ce qui lui permettait en plus de proclamer une des maximes des Guermantes, à savoir qu'ils étaient trop nombreux pour épouser les querelles, presque pour prendre le deuil les uns des autres. Indépendance de « je n'ai pas à » qu'avait renforcé la politique qu'on avait dû adopter à l'égard de M. de Charlus, lequel, si on l'avait suivi, vous eût brouillé avec tout le monde. Quant à Rachel, si elle s'était en réalité donné une grande peine pour se lier avec la duchesse de Guermantes, peine que la duchesse n'avait pas su démêler sous des dédains affectés, des impolitesses voulues, qui l'avaient piqué au jeu et lui avaient donné une grande idée d'une actrice si peu snob. Sans doute, cela tenait, d'une façon générale, à la fascination que les gens du monde exercent à partir d'un certain moment sur les bohèmes les plus endurcis, parallèle à celle que ces bohèmes exercent eux-mêmes sur les gens du monde. Double reflux qui correspond à ce qu'est, dans l'ordre politique, la curiosité réciproque et le désir de faire alliance entre peuples qui se sont combattus. Mais le désir de Rachel pouvait avoir une raison plus particulière. C'est chez Madame de Guermantes, c'est de Madame de Guermantes qu'elle avait reçu jadis sa plus terrible avanie. Rachel l'avait peu à peu non pas oublié, mais pardonné. Mais le prestige singulier qu'en avait reçu à ses yeux la duchesse ne devait s'effacer jamais. L'entretien, de l'attention duquel je désirais détourner Gilberte, fut du reste interrompu, car la maîtresse de maison vint chercher Rachel, dont c'était le moment de réciter, et qui bientôt, ayant quitté la duchesse, parut sur l'estrade.
Or, pendant ce temps, avait lieu à l'autre bout de Paris un spectacle bien différent. La Berma avait convié quelques personnes à venir prendre le thé pour fêter son fils et sa belle-fille. Mais les invités ne se pressaient pas d'arriver. Ayant appris que Rachel récitait des vers chez la princesse de Guermantes, ce qui scandalisait fort la Berma, grande artiste pour laquelle Rachel était restée une grue qu'on laissait figurer dans les pièces où elle-même, la Berma, jouait le premier rôle parce que Saint-Loup lui payait ses toilettes pour la scène. Scandale d'autant plus grand que la nouvelle avait couru dans Paris, que les invitations étaient au nom de la princesse de Guermantes, mais que c'était Rachel qui en réalité recevait chez la princesse. La Berma avait récrit avec insistance à quelques fidèles pour qu'ils ne manquassent pas à son goûter, car elle les savait aussi amis de la princesse de Guermantes qu'ils avaient connue Verdurin. Or, les heures passaient et personne n'arrivait chez la Berma. Bloch, à qui on avait demandé s'il voulait y venir, avait répondu naïvement « Non, j'aime mieux aller chez la princesse de Guermantes ». Hélas, c'est ce qu'au fond de soi, chacun avait décidé. La Berma, atteinte d'une maladie mortelle qui la forçait à fréquenter peu le monde, avait vu son état s'aggraver quand, pour subvenir aux besoins de luxe de sa fille, besoins que son gendre, souffrant et paresseux, ne pouvait satisfaire, elle s'était remise à jouer. Elle savait qu'elle abrégeait ses jours, mais voulait faire plaisir à sa fille, à qui elle rapportait de gros cachets, et à son gendre, qu'elle détestait, mais flattait, car, le sachant adoré par sa fille, elle craignait, si elle le mécontentait, qu'il la privât par méchanceté de voir celle-ci. La fille de la Berma, qui n'était cependant pas positivement cruelle et était aimée en secret par le médecin qui soignait sa mère, s'était laissé persuader que ces représentations de Phèdre n'étaient pas bien dangereuses pour la malade. Elle avait en quelque sorte forcé le médecin à le lui dire, n'ayant retenu que cela de ce qu'il lui avait répondu, et parmi des objections dont elle ne tenait pas compte. En effet, le médecin avait dit ne pas voir grand inconvénient aux représentations de la Berma. Il l'avait dit parce qu'il sentait qu'il ferait ainsi plaisir à la jeune femme qu'il aimait. Peut-être aussi par ignorance, parce qu'aussi il savait de toute façon la maladie inguérissable et qu'on se résigne volontiers à abréger le martyre des malades quand ce qui est destiné à l'abréger nous profite à nous-mêmes. Peut-être aussi par la bête conception que cela faisait plaisir à la Berma, et qui devait donc et que cela faisait plaisir à la Berma et devait donc lui faire du bien. Bête conception qui lui parut justifiée quand, ayant reçu une loge des enfants de la Berma et ayant pour cela lâché tous ses malades, il l'avait trouvée aussi extraordinaire de vie sur la scène qu'elle semblait moribonde à la ville. Et en effet, nos habitudes nous permettent, dans une large mesure, permettent même à nos organismes de s'accommoder d'une existence qui semblerait au premier abord ne pas être possible. Qui n'a vu un vieux maître de manège cardiaque faire toutes les acrobaties auxquelles on aurait pu croire que son cœur résisterait une minute? La Berma n'était pas une moins vieille habituée de la scène, aux exigences de laquelle ses organes étaient si parfaitement adaptés qu'elle pouvait donner, en se dépensant avec une prudence indiscernable pour le public, l'illusion d'une bonne santé troublée seulement par un mal purement nerveux et imaginaire. Après la scène de la déclaration à Hippolyte, la Berma avait beau sentir l'épouvantable nuit qu'elle allait passer, ses admirateurs l'applaudissaient à toute force, la déclarant plus belle que jamais. Elle rentrait dans d'horribles souffrances, mais heureuse d'apporter à sa fille les billets bleus que, par une gaminerie de vieil enfant de la balle, elle avait l'habitude de serrer dans ses bas, d'où elle les sortait avec fierté, espérant un sourire, un baiser. Malheureusement, ces billets ne faisaient que permettre au gendre et à la fille de nouveaux embellissements de leur hôtel, contigus à celui de leur mère, d'où d'incessants coups de marteau interrompaient le sommeil dont la grande tragédienne aurait eu tant besoin.
selon les variations de la mode et pour se conformer au goût de Monsieur de X ou de Y qu'ils espéraient recevoir, ils modifiaient chaque pièce. Et la Berma, sentant que le sommeil, qui seul aurait calmé sa souffrance, s'était enfui, se résignait à ne pas se rendormir, non sans un secret mépris pour ces élégances qui avançaient sa mort et rendaient atroces ses derniers jours. C'est sans doute un peu à cause de cela qu'elle les méprisait. Vengeance naturelle contre ce qui nous fait mal et que nous sommes impuissants à empêcher. Mais c'est aussi parce qu'ayant conscience du génie qui était en elle, ayant appris dès son plus jeune âge l'insignifiance de tous ces décrets de la mode, elle était quant à elle restée fidèle à la tradition qu'elle avait toujours respectée, dont elle était l'incarnation, qui lui faisait juger les choses et les gens comme 30 ans auparavant, et par exemple juger Rachel non comme l'actrice à la mode qu'elle était devenue, mais comme la petite grue qu'elle avait connue. La Berma n'était pas du reste meilleure que sa fille. C'est en elle que sa fille avait puisé par l'hérédité et par la contagion de l'exemple, qu'une admiration trop naturelle rendait plus efficace, son égoïsme, son impitoyable raillerie, son inconsciente cruauté. Seulement tout cela, la Berma l'avait immolé à sa fille et s'en était ainsi délivrée. D'ailleurs, la fille de la Berma n'eût-elle pas eu sans cesse des ouvriers chez elle qu'elle eût fatigué sa mère, comme les forces attractives, féroces et légères de la jeunesse fatiguent la vieillesse, la maladie, qui se surmène à vouloir les suivre. Tous les jours, c'était un déjeuner nouveau, et on eût trouvé la Berma égoïste d'en priver sa fille, même de ne pas assister au déjeuner où on comptait, pour attirer bien difficilement quelques relations récentes et qui se faisaient tirer l'oreille, sur la présence prestigieuse de la mère illustre. On la promettait à ces mêmes relations pour une fête au dehors, afin de leur faire une politesse. Et la pauvre mère, gravement occupée dans son tête-à-tête avec la mort installée en elle, était obligée de se lever de bonne heure, de sortir. Bien plus, comme à la même époque, Réjeanne, dans tout l'éblouissement de son talent, donna à l'étranger des représentations qui eurent un succès énorme, le gendre trouva que la Berma ne devait pas se laisser éclipser, voulut que la famille ramassât la même profusion de gloire, et força la Berma à des tournées où on était obligé de la piquer à la morphine, ce qui pouvait la faire mourir à cause de l'état de ses reins. Ce même attrait de l'élégance, du prestige social, de la vie, avait, le jour de la fête chez la princesse de Guermantes, fait pompe aspirante et avait amené là-bas, avec la force d'une machine pneumatique, même les plus fidèles habitués de la Berma, où, par contre, et en conséquence il y avait vide absolu et mort. Un seul jeune homme, qui n'était pas certain que la fête chez la Berma ne fût elle aussi brillante, était venu. Quand la Berma vit l'heure passer et comprit que tout le monde la lâchait, elle fit servir le goûter, et on s'assit autour de la table, mais comme pour un repas funéraire. Rien dans la figure de la Berma ne rappelait plus celle dont la photographie m'avait un soir de mi-carême tant troublé. La Berma avait, comme dit le peuple, la mort sur le visage. Cette fois, c'était bien d'un marbre de l'Érectéion qu'elle avait l'air. Ses artères durcies étant déjà à demi pétrifiées, on voyait de longs rubans sculpturaux parcourir les joues avec une rigidité minérale. Ses yeux mourants vivaient relativement, par contraste avec ce terrible masque ossifié, et brillaient faiblement comme un serpent endormi au milieu des pierres. Cependant, le jeune homme, qui s'était mis à la table par politesse, regardait sans cesse l'heure, attiré qu'il était par la brillante fête chez les Guermantes. La Berma n'avait pas un mot de reproche à l'adresse des amis qui l'avaient lâchée et qui espéraient naïvement qu'elle ignorerait qu'il s'était allé chez les Guermantes. Elle murmura seulement: « Une Rachel donnant une fête chez la princesse de Guermantes, il faut venir à Paris pour voir ces choses-là. »
Et elle mangeait, silencieusement, et avec une lenteur solennelle, des gâteaux défendus ayant l'air d'obéir à des rites funèbres. Le goûter était d'autant plus triste que le gendre était furieux que Rachel, que lui et sa femme connaissaient très bien, ne les eût pas invités. Son crève-cœur fut d'autant plus grand que le jeune homme invité lui avait dit connaître assez bien Rachel pour que, s'il partait tout de suite chez les Guermantes, il pût lui demander d'inviter ainsi à la dernière heure le couple frivole. Mais la fille de la Berma savait trop à quel niveau infime sa mère situait Rachel et qu'elle l'eût tuée de désespoir en sollicitant de l'ancienne grue une invitation. Aussi avait-elle dit au jeune homme et à son mari que c'était chose impossible. Mais elle se vengeait en prenant pendant ce goûter des petites mines exprimant le désir des plaisirs, l'ennui d'être privée d'eux par cette gêneuse qu'était sa mère. Celle-ci faisait semblant de ne pas voir les maux de sa fille et adressait de temps en temps d'une voix mourante une parole aimable au jeune homme, le seul invité qui fût venu. Mais bientôt, la chasse d'air qui emportait tout vers les Guermantes et qui m'y avait entraîné moi-même fut la plus forte. Il se leva et partit, laissant Phèdre, ou la mort, on ne savait trop laquelle des deux c'était, achever de manger avec sa fille et son gendre des gâteaux funéraires. La conversation que nous tenions, Gilberte et moi, fut interrompue par la voix de Rachel qui venait de s'élever. Le jeu de celle-ci était intelligent car il présupposait la poésie que l'actrice était en train de dire comme un tout existant avant cette récitation et dont nous n'entendions qu'un fragment, comme si l'artiste, passant sur un chemin, s'était trouvé pendant quelques instants à portée de notre oreille. Néanmoins, les auditeurs avaient été stupéfaits en voyant cette femme, avant d'avoir émis un seul son, plier les genoux, tendre les bras en berçant quelque être invisible, devenir cagneuse, et tout d'un coup, pour dire des vers fort connus, prendre un ton suppliant. L'annonce d'une poésie que presque tout le monde connaissait avait fait plaisir. Mais quand on avait vu Rachel, avant de commencer, chercher partout des yeux, d'un air égaré, lever les mains d'un air suppliant et pousser comme un gémissement à chaque mot, chacun se sentit gêné, presque choqué de cette exhibition de sentiments. Personne ne s'était dit que réciter des vers pouvait être quelque chose comme cela. Peu à peu, on s'habitue, c'est-à-dire qu'on oublie la première sensation de malaise, on dégage ce qui est bien, on compare dans son esprit diverses manières de réciter pour se dire « ceci est mieux, ceci est moins bien ». La première fois, de même dans une cause simple, lorsqu'on voit un avocat s'élancer, s'avancer, lever en l'air un bras d'où retombe la toge, commencer d'un ton menaçant, on n'ose pas regarder ses voisins, car on se figure que c'est grotesque, mais après tout, c'est peut-être magnifique et on attend d'être fixé. Tout le monde se regardait, ne sachant trop quelle tête faire. Quelques jeunesses mal élevées étouffèrent un fou rire. Chacun jetait à la dérobée sur son voisin le regard furtif que dans les repas élégants, quand on a auprès de soi un instrument nouveau, fourchette à homard, râpe à sucre, etc., dont on ne connaît pas le but et le maniement, on attache sur un convive plus autorisé qui, espère-t-on, s'en servira avant vous et vous donnera ainsi la possibilité de l'imiter. Ainsi fait-on encore quand quelqu'un cite un vers qu'on ignore, mais qu'on veut avoir l'air de connaître, et à qui, comme en cédant le pas devant une porte, on laisse à un plus instruit comme une faveur le plaisir de dire qui il est. Tel, en entendant l'actrice, chacun attendait, la tête baissée et l'œil investigateur, que d'autres prissent l'initiative de rire ou de critiquer, ou de pleurer ou d'applaudir. Madame de Forcheville, revenue exprès de Guermantes, d'où la duchesse, comme nous le verrons, était à peu près expulsée, avait pris une mine attentive, tendue, presque carrément désagréable, soit pour montrer qu'elle était connaisseuse et ne venait pas en mondaine, soit par hostilité pour les gens moins versés dans la littérature qui eussent pu lui parler d'autre chose,
soit par contention de toute sa personne, afin de savoir si elle aimait ou si elle n'aimait pas, ou peut-être parce que, tout en trouvant cela intéressant, elle n'aimait pas du moins la manière de dire certains vers. Cette attitude eût dû être plutôt adoptée, semble-t-il, par la princesse de Guermantes. Mais comme c'était chez elle, et que devenue aussi avare que riche, elle était décidée à ne donner que 5 roses à Rachel, elle faisait la claque. Elle provoquait l'enthousiasme et faisait la presse en poussant à tout moment des exclamations ravies. Là seulement, elle se retrouvait Verdurin, car elle avait l'air d'écouter les vers pour son propre plaisir, d'avoir eu l'envie qu'on vînt les lui dire à elle toute seule, et qu'il y eut par hasard là 500 personnes à qui elle avait permis de venir comme en cachette assister à son propre plaisir. Cependant, je remarquai, sans aucune satisfaction d'amour-propre, car elle était devenue vieille et laide, que Rachel me faisait de l'œil, avec une certaine réserve d'ailleurs. Pendant toute la récitation, elle laissa palpiter dans ses yeux un sourire réprimé et pénétrant qui semblait l'amorce d'un acquiescement qu'elle eût souhaité venir de moi. Cependant, quelques vieilles dames, peu habituées aux récitations poétiques, disaient à un voisin « Vous avez vu ?» faisant allusion à la mimique solennelle tragique de l'actrice qu'elle ne savait comment qualifier. La duchesse de Guermantes sentit un léger flottement et décida de la victoire en s'écriant « C'est admirable !» au beau milieu du poème qu'elle crut peut-être terminé. Plus d'un invité tint alors à souligner cette exclamation d'un regard approbateur et d'une inclinaison de la tête pour montrer moins peut-être leur compréhension de la récitante que leur relation avec la duchesse. Quand le poème fut fini, comme nous étions à côté de Rachel, j'entendis celle-ci remercier Madame de Guermantes et en même temps, profitant de ce que j'étais à côté de la duchesse, elle se tourna vers moi et m'adressa un gracieux bonjour. Je compris alors qu'au contraire des regards passionnés du fils de M. de Vaugoubert que j'avais pris pour le bonjour de quelqu'un qui se trompait, ce que j'avais pris chez Rachel pour un regard de désir, n'était qu'une provocation contenue à se faire reconnaître et saluer par moi. Je répondis par un salut souriant au sien. « Je suis sûr qu'il ne me reconnaît pas, dit en minaudant la récitante à la duchesse. « Mais si, dis-je avec assurance, je vous ai reconnu tout de suite. » Si, pendant les plus beaux vers de La Fontaine, cette femme qui les récitait avec tant d'assurance n'avait pensé, soit par bonté ou bêtise ou gêne, qu'à la difficulté de me dire bonjour, pendant les mêmes beaux vers, Bloch n'avait songé qu'à faire ses préparatifs pour pouvoir, dès la fin de la poésie, bondir comme un assiégé qui tente une sortie, et passant, sinon sur le corps, du moins sur les pieds de ses voisins, venir féliciter la récitante, soit par une conception erronée du devoir, soit par désir d'ostentation. « C'était bien beau, dit-il à Rachel. » Et ayant dit ces simples mots, son désir étant satisfait, il repartit et fit tant de bruit pour regagner sa place que Rachel dut attendre plus de 5 minutes avant de réciter la seconde poésie. Quand elle eut fini celle-ci, les 2 pigeons, Madame de Montrienval s'approcha de Madame de Saint-Loup, qu'elle savait fort lettrée, sans se rappeler assez qu'elle avait l'esprit subtil et sarcastique de son père, et lui demanda « C'est bien la fable de La Fontaine, n'est-ce pas ?» Croyant bien l'avoir reconnue, mais n'étant pas absolument certaine, car elle connaissait fort mal les fables de La Fontaine, et de plus, croyait que c'était des choses d'enfants qu'on ne récitait pas dans le monde. Pour avoir un tel succès, l'artiste avait sans doute pastiché des fables de La Fontaine, pensait la bonne dame. Or, Gilberte, jusque-là impassible, l'enfonça sans le vouloir dans cette idée, car, n'aimant pas Rachel, et voulant dire qu'il ne restait rien des fables avec une diction pareille, elle le dit de cette nuance trop subtile qui était celle de son père, et qui laissait les personnes naïves dans le doute sur ce qu'il voulait dire. Généralement plus moderne, quoique fille de Swann, comme un canard couvé par une poule, elle était assez laquiste, et se contentait de dire « Je trouve d'un touchant, c'est d'une sensibilité charmante »,
Mais à madame de Morienval, Gilberte répondit sous cette forme fantaisiste de Swann, à laquelle se trompaient les gens qui prennent tout au pied de la lettre. Un quart est de l'invention, de l'interprète, un quart de la folie, un quart n'a aucun sens, le reste est de La Fontaine. Ce qui permit à madame de Morienval de soutenir que ce qu'on venait d'entendre n'était pas les deux pigeons de La Fontaine, mais un arrangement où tout au plus un quart était de La Fontaine, ce qui n'étonna personne vu l'extraordinaire ignorance de ce public. Mais un des amis de Bloch étant arrivé en retard, celui-ci eut la joie de lui demander s'il n'avait jamais entendu Rachel, de lui faire une peinture extraordinaire de sa diction, en exagérant et en trouvant tout d'un coup à raconter, à révéler à autrui cette diction moderniste, un plaisir étrange qu'il n'avait nullement éprouvé à l'entendre. Puis Bloch, avec une émotion exagérée, félicita de nouveau Rachel sur un ton de fausset, et de proclamer son génie, présenta son ami, qui déclara n'admirer personne autant qu'elle. Et Rachel, qui connaissait maintenant des dames de la haute société et sans s'en rendre compte les copiait, répondit « Oh, je suis très flatté, très honoré par votre appréciation. » L'ami de Bloch lui demanda ce qu'elle pensait de la Berma. Pauvre femme, il paraît qu'elle est dans la dernière misère. Elle n'a pas été, je ne dirais pas sans talent, car ce n'était pas au fond du vrai talent, mais bon, elle n'aimait que des horreurs. Mais enfin, elle a été utile, certainement. Elle jouait d'une façon assez vivante, et puis c'était une brave personne, généreuse, qui s'est ruinée pour les autres. Voilà bien longtemps qu'elle ne fait plus un sou, parce que le public n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Du reste, ajouta-t-elle en riant, je vous dirais que mon âge ne m'a permis de l'entendre naturellement que tout à fait dans les derniers temps, quand j'étais moi-même trop jeune pour me rendre compte. Elle ne disait pas très bien les vers, hasarda l'ami de Bloch pour flatter Rachel, qui répondit « Oh ça !» Elle n'a jamais su en dire un. C'était de la prose, du chinois, du volapük, tout excepté un vers. D'ailleurs, je vous dirais que, bien entendu, je ne l'ai entendu que très peu, sur sa fin, ajouta-t-elle pour se rajeunir. Mais on m'a dit qu'autrefois, ce n'était pas mieux. Au contraire. Je me rendais compte que le temps qui passe n'amène pas forcément le progrès dans les arts. Et de même que tel auteur du XVIIe siècle, qui n'a connu ni la Révolution française, ni les découvertes scientifiques, ni la guerre, peut être supérieur à tel écrivain d'aujourd'hui, et que peut-être même Fagon était un aussi grand médecin que du Boulbon, la supériorité du génie compensant ici l'infériorité du savoir, de même la Berma était, comme on dit, à 100 piques au-dessus de Rachel, et le temps, en la mettant en vedette en même temps qu'Elstir, avait consacré son génie. Il ne faut pas s'étonner que l'ancienne maîtresse de Saint-Loup débinât la Berma. Elle l'eût fait quand elle était jeune, ne l'eût-elle pas fait alors, elle l'eût fait maintenant. Qu'une femme du monde, de la plus haute intelligence, de la plus grande bonté, se fasse actrice, déploie dans ce métier nouveau pour elle de grands talents, n'y rencontre que des succès, on s'étonnera, si on se trouve auprès d'elle après longtemps, d'entendre non son langage à elle, mais celui des comédiennes, leur rosserie spéciale envers les camarades. Tout ce qu'ajoute à l'être humain quand ils ont passé sur lui 30 ans de théâtre. Rachel se comportait de même, tout en ne sortant pas du monde. Madame de Guermantes, au déclin de sa vie, avait senti s'éveiller en soi des curiosités nouvelles. Le monde n'avait plus rien à lui apprendre. L'idée qu'elle y avait la première place était, nous l'avons vu, aussi évidente pour elle que la hauteur du ciel bleu par-dessus la terre. Elle ne croyait pas avoir à affermir une position qu'elle jugeait inébranlable. En revanche, lisant, allant au théâtre, elle eût souhaité avoir un prolongement de ses lectures, de ses spectacles. Comme jadis, dans les 3 petits jardins où on prenait de l'orangeade, tout ce qu'il y avait de plus exquis dans le grand monde venait familièrement, parmi les brises parfumées du soir et les nuages de pollen, entretenir en elle le goût du grand monde. De même maintenant.
Un autre appétit lui faisait souhaiter savoir les raisons de telles polémiques littéraires, connaître des auteurs, voire des actrices. Son esprit fatigué réclamait une nouvelle alimentation. Elle se rapprocha pour connaître les uns et les autres de femmes avec qui jadis elle n'eût pas voulu échanger de cartes et qui faisaient valoir leur intimité avec le directeur de telle revue dans l'espoir d'avoir la duchesse. La première actrice invitée crut être la seule dans un milieu extraordinaire, lequel parut plus médiocre à la seconde quand elle vit celle qui l'y avait précédée. La duchesse, parce qu'à certains soirs elle recevait des souverains, croyait que rien n'était changé à sa situation. En réalité, elle, la seule d'un sang vraiment sans alliage, elle qui, étant née Guermantes, pouvait signer Guermantes, Guermantes quand elle ne signait pas la duchesse de Guermantes, elle qui, à ses belles-sœurs même, semblait quelque chose de plus précieux que tout, comme un Moïse sauvé des eaux, un Christ échappé en Égypte, un Louis XVII enfui du temple, le pur du pur, maintenant, sacrifiant sans doute à ce besoin héréditaire de nourriture spirituelle qui avait fait la décadence sociale de Madame de Villeparisis, elle était devenue elle-même une Madame de Villeparisis, chez qui les femmes snobs redoutaient de rencontrer telle ou telle, et de laquelle les jeunes gens, constatant le fait accompli sans savoir ce qui l'a précédé, croyaient que c'était une Guermantes de moins bonne cuvée, d'une moins bonne année, une Guermantes déclassée. Dans les milieux nouveaux qu'elle fréquentait, restée bien plus la même qu'elle ne croyait, elle continuait à croire que s'ennuyer facilement était une supériorité intellectuelle. Mais elle l'exprimait avec une sorte de violence qui donnait à sa voix quelque chose de rauque. Comme je lui parlais de Brichot, il m'a assez embêté pendant 20 ans. Et comme Madame de Cambremer disait « Relisez ce que Schopenhauer dit de la musique », elle nous fit remarquer cette phrase en disant avec violence « Relisez, c'est un chef-d'œuvre. Ah non, ça par exemple, il ne faut pas nous la faire. » Alors le vieux d'Albon sourit en reconnaissant une des formes de l'esprit Guermantes. On peut dire ce qu'on veut, c'est admirable, cela a de la ligne, du caractère, c'est intelligent, personne n'a jamais dit les vers comme ça, dit la duchesse en parlant de Rachel, craignant que Gilberte ne la débinât. Celle-ci s'éloigna vers un autre groupe pour éviter un conflit avec sa tante, laquelle d'ailleurs ne dit sur Rachel que des choses fort ordinaires. Mais bon, puisque les meilleurs écrivains cessent souvent, aux approches de la vieillesse, ou après un certain excès de production, d'avoir du talent, on peut bien excuser les femmes du monde de cesser, à partir d'un certain moment, d'avoir de l'esprit. Swann ne retrouvait plus dans l'esprit dur de la duchesse de Guermantes le fondu de la jeune princesse d'Elôme. Sur le tard, fatiguée, au moindre effort, Madame de Guermantes disait énormément de bêtises. Certes, à tout moment, et bien des fois au cours même de cette matinée, elle redevenait la femme que j'avais connue et parlait des choses mondaines avec esprit. Mais à côté de cela, bien souvent il arrivait que cette parole pétillante sous un beau regard et qui pendant tant d'années avait tenu sous son sceptre spirituel les hommes les plus éminents de Paris, scintilla encore, mais pour ainsi dire, à vide. Quand le moment de placer un mot venait, elle s'interrompait pendant le même nombre de secondes qu'autrefois. Elle avait l'air d'hésiter, de produire, mais le mot qu'elle lançait alors ne valait rien. Combien peu de personnes d'ailleurs s'en apercevaient, la continuité du procédé leur faisant croire à la survivance de l'esprit, comme il arrive à ces gens qui, superstitieusement attachés à une marque de pâtisserie, continuent à faire venir leurs petits fours d'une même maison sans s'apercevoir qu'ils sont devenus détestables. Déjà, pendant la guerre, la duchesse avait donné des marques de cet affaiblissement. Si quelqu'un disait le mot culture, elle l'arrêtait, souriait, allumait son beau regard et lançait la culture, ce qui faisait rire les amis qui croyaient retrouver là l'esprit des Guermantes. Et certes, c'était le même moule, la même intonation, le même sourire qui avait jadis ravi Bergotte, lequel, du reste, s'il avait vécu, eût aussi gardé ses coupes de phrases, ses interjections, ses points suspensifs, ses épithètes, mais pour ne rien dire.
Mais les nouveaux venus s'étonnaient, et parfois disaient, s'il n'était pas tombé un jour où elle était drôle et en pleine possession de ses moyens, comme elle est bête. La duchesse d'ailleurs s'arrangeait pour canaliser son encanaillement et ne pas le laisser s'étendre à celle des personnes de sa famille, desquelles elle tirait une gloire aristocratique. Si au théâtre elle avait, pour remplir son rôle de protectrice des arts, invité un ministre ou un peintre, et que celui-ci ou celui-là lui demanda naïvement si sa belle-sœur ou son mari n'était pas dans la salle, la duchesse, timorée avec les apparences superbes de l'audace, répondait insolemment « Je n'en sais rien, dès que je sors de chez moi, je ne sais plus ce que fait ma famille. Pour tous les hommes politiques, pour tous les artistes, je suis veuve. » Ainsi s'évitait-elle que le parvenu, trop empressé, s'attirât des rebuffades et lui attira à elle-même des réprimandes de M. de Marsantes et de Bazin. Je dis à madame de Guermantes que j'avais rencontré M. de Charlus. Elle le trouvait encore plus baissé qu'il n'était, les gens du monde faisant des différences en ce qui concerne l'intelligence non seulement entre divers gens du monde, chez lesquels elle est à peu près semblable, mais même chez une même personne à différents moments de sa vie. Puis elle ajouta « Il a toujours été le portrait de ma belle-mère. C'est encore plus frappant maintenant. » Cette ressemblance n'avait rien d'extraordinaire. On sait, en effet, que certaines femmes se projettent, en quelque sorte, elles-mêmes en un autre être, avec la plus grande exactitude. La seule erreur est dans le sexe. Erreur dont on ne peut pas dire Félix culpa, car le sexe réagit sur la personnalité, et chez un homme, le féminisme devient affaîtrie, la réserve, susceptibilité, etc. N'importe, dans la figure, fût-elle barbue, dans les joues, même congestionnée sous les favoris, il y a certaines lignes superposables à quelques portraits maternels. Il n'est guère de vieux Charlus qui ne soit une ruine où l'on ne reconnaisse avec étonnement, sous tous les empâtements de la graisse et de la poudre de riz, quelques fragments d'une belle femme en sa jeunesse éternelle. Je ne peux pas vous dire comme ça me fait plaisir de vous voir, reprit la duchesse. Mon Dieu, quand est-ce que je vous avais vu la dernière fois ? En visite chez madame d'Agrigente, où je vous trouvais souvent. Naturellement. J'y allais souvent. Mon pauvre petit, comme Bazin l'aimait à ce moment-là. C'est toujours chez sa bonne amie du moment qu'on me rencontrait le plus parce qu'il me disait « Ne manquez pas d'aller lui faire une visite ». Au fond, cela me paraissait un peu inconvenant, cette espèce de visite de digestion qu'il m'envoyait faire une fois qu'il avait consommé. J'avais fini assez vite par m'y habituer. Mais ce qu'il y avait de plus ennuyeux, c'est que j'étais obligé de garder des relations après qu'il avait rompu les siennes. Ça me faisait toujours penser au vers de Victor Hugo « Emporte le bonheur et laisse-moi l'ennui ». Comme dans la poésie, j'entrais tout de même avec un sourire. Mais vraiment, ce n'était pas juste. Il aurait dû me laisser, à l'égard de ses maîtresses, le droit d'être volage. Car, en accumulant tous ces laissés pour compte, j'avais fini par ne plus avoir une après-midi à moi. D'ailleurs, ce temps me semble doux relativement au présent. Mon Dieu, qu'il se soit remis à me tromper, ça ne pourrait que me flatter parce que ça me rajeunit. Mais je préférais son ancienne manière. Dame, il y avait trop longtemps qu'il ne m'avait pas trompé, il ne se rappelait plus la manière de s'y prendre. Ah, mais nous ne sommes pas mal ensemble tout de même. Nous nous parlons, nous nous aimons même assez, me dit la duchesse, craignant que je n'eusse compris qu'ils étaient tout à fait séparés. Et comme on dit de quelqu'un qui est très malade, mais il parle encore très bien, je lui ai fait la lecture ce matin pendant 1 heure. Elle ajouta « Je vais lui dire que vous êtes là, il voudra vous voir. » Et elle alla près du duc, qui, assis sur un canapé auprès d'une dame, causait avec elle. Mais en voyant sa femme venir lui parler, il prit un air si furieux qu'elle ne put que se retirer. « Il est occupé, je ne sais pas ce qu'il fait, nous verrons tout à l'heure, » me dit madame de Guermantes, préférant me laisser me débrouiller. Bloch s'étant approché de nous, et ayant demandé de la part de son américaine, qui était une jeune duchesse, ayant demandé de la part de son américaine, qui était une jeune duchesse qui était là. Je répondis que c'était la nièce de M. de Bréauté.
nom sur lequel Bloch, à qui il ne disait rien, demanda des explications. « Ah, Bréauté !» s'écria madame de Guermantes, en s'adressant à moi. « Vous vous rappelez ?»« Mon Dieu, que tout cela est loin. » Puis se tournant vers Bloch, « Eh bien, c'était un snob. C'étaient des gens qui habitaient près de chez ma belle-mère. Cela ne vous intéresserait pas, c'est amusant pour ce petit, ajouta-t-elle en me désignant, qui a connu tout ça, autrefois, en même temps que moi. Ajouta madame de Guermantes, me montrant par ses paroles, de bien des manières, le long temps qui s'était écoulé. Les amitiés, les opinions de madame de Guermantes s'étaient tant renouvelées depuis ce moment-là qu'elle considérait son charmant Babal comme un snob. D'autre part, il ne se trouvait pas seulement reculé dans le temps, mais quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte quand, à mes débuts dans le monde, je l'avais cru une des notabilités essentielles de Paris, qui resterait toujours associée à son histoire mondaine, comme celui de Colbert à celle du règne de Louis XIV. Il avait lui aussi la marque provinciale. Il était un voisin de campagne de la vieille duchesse avec lequel la princesse des Laumes s'était liée comme telle. Pourtant, ce Bréauté, dépouillé de son esprit, relégué dans ces années si lointaines qu'il datait, ce qui prouvait qu'il avait été entièrement oublié depuis par la duchesse et dans les environs de Guermantes, était entre la duchesse et moi ce que je n'eusse jamais cru le premier soir à l'Opéra-Comique, quand il m'avait paru un dieu nautique habitant son antre marin, un lien, parce qu'elle se rappelait que je l'avais connu, donc que j'étais son ami à elle, sinon sorti du même monde qu'elle, du moins vivant dans le même monde qu'elle, depuis bien plus longtemps que bien des personnes présentes. Qu'elle se rappelait, et assez imparfaitement pour avoir oublié certains détails qui m'avaient à moi semblé alors essentiels, que je n'allais pas à Guermantes et n'étais qu'un petit bourgeois de Combray, au temps où elle venait à la messe de mariage de mademoiselle Percepied, qu'elle ne m'invitait pas, malgré toutes les prières de Saint-Loup dans l'année qui suivit son apparition à l'Opéra-Comique. À moi, cela me semblait capital, car c'est justement à ce moment-là que la vie de la duchesse de Guermantes m'apparaissait comme un paradis, où je n'entrerais pas. Mais pour elle, elle lui apparaissait comme sa même vie médiocre de toujours, et puisque j'avais, à partir d'un certain moment, dîné souvent chez elle, que j'avais d'ailleurs été avant cela même un ami de sa tante et de son neveu, elle ne savait plus exactement à quelle époque notre intimité avait commencé, et ne se rendait pas compte du formidable anachronisme qu'elle faisait en faisant commencer cette amitié quelques années trop tôt. Car cela faisait que j'eusse connu la madame de Guermantes du nom de Guermantes impossible à connaître, que j'eusse été reçu dans le nom aux syllabes dorées, dans le faubourg Saint-Germain, alors que tout simplement, j'étais allé dîner chez une dame qui n'était déjà plus pour moi qu'une dame comme une autre, et qui m'avait fait quelquefois inviter non à descendre dans le royaume sous-marin des Néréides, mais à passer la soirée dans la baignoire de sa cousine. Si vous voulez des détails sur Bréauté, qui n'en valait guère la peine, ajouta-t-elle en s'adressant à Bloch, demandez-en à ce petit, qui le vaut 100 fois. Il a dîné 50 fois avec lui chez moi. N'est-ce pas que c'est chez moi que vous l'avez connu? En tout cas, c'est chez moi que vous avez connu Swann. Et j'étais aussi surpris qu'elle pût croire que j'avais peut-être connu M. de Bréauté ailleurs que chez elle, donc que j'allasse dans ce monde-là avant de la connaître, que de voir qu'elle croyait que c'était chez elle que j'avais connu Swann. Moins mensongèrement que Gilberte quand elle disait de Bréauté « c'est un vieux voisin de campagne, j'ai plaisir à parler avec lui de Tansonville », alors qu'autrefois à Tansonville il ne les fréquentait pas, j'aurais pu dire « c'est un voisin de campagne qui venait souvent nous voir le soir », de Swann, qui en effet me rappelait tout autre chose que les Guermantes. « Je ne saurais pas vous dire, reprit-elle. C'est un homme qui avait tout dit quand il parlait d'Altesse. Il avait un lot d'histoires assez drôles sur des gens de Guermantes. Sur ma belle-mère, sur madame de Varambon, avant qu'elle fût auprès de la princesse de Parme,
Mais qui sait aujourd'hui qui était Madame de Varambon? Ce petit-là, oui, il a tout connu tout ça. Mais tout ça, c'est fini. Ce sont des gens dont le nom même n'existe plus et qui d'ailleurs ne mériteraient pas de survivre. Et je me rendais compte, malgré cette chose, une que semble le monde, et où en effet les rapports sociaux arrivent à leur maximum de concentration, et où tout communique, comme il y reste des provinces, ou du moins comme le temps en fait, qui changent de nom, qui ne sont plus compréhensibles pour ceux qui y arrivent seulement quand la configuration a changé. C'était une bonne dame qui disait des choses d'une bêtise inouïe, reprit en parlant de Madame de Varambon la duchesse, qui, insensible à cette poésie de l'incompréhensible qui est un effet du temps, dégageait en toute chose l'élément drôle, assimilable à la littérature du genre Méliac ou à l'esprit des Guermantes. À un moment, elle avait la manie d'avaler tout le temps des pastilles qu'on donnait dans ce temps-là contre la toux, et qui s'appelaient, ajouta-t-elle en riant elle-même d'un nom si spécial, si connu autrefois, si inconnu aujourd'hui des gens à qui elle parlait, des pastilles Gérodel. Madame de Varambon, lui disait ma belle-mère, en avalant tout le temps comme cela des pastilles Gérodel, vous vous ferez mal à l'estomac. Mais Madame la Duchesse, répondait Madame de Varambon, comment voulez-vous que cela fasse mal à l'estomac puisque cela va dans les bronches? Et puis c'est elle qui disait, la Duchesse a une vache si belle qu'on la prend toujours pour étalon. Et Madame de Guermantes eut volontiers continué à raconter des histoires de Madame de Varambon dont nous connaissions des centaines, mais nous sentions bien que ce nom n'éveillait dans la mémoire ignorante de Bloch aucune des images qui se levaient pour nous aussitôt qu'il était question de Madame de Varambon, de Monsieur de Bréauté, du prince d'Agrigente, et à cause de cela même excitait peut-être chez lui un prestige que je savais exagérer, mais que je trouvais compréhensible, non pas parce que je l'avais moi-même subi, nos propres erreurs et nos propres ridicules ayant rarement pour effet de nous rendre, même quand nous les avons percés à jour, plus indulgents à ceux des autres. Le passé s'était tellement transformé dans l'esprit de la duchesse, ou bien les démarcations qui existaient dans le mien avaient été toujours si absentes du sien, que ce qui avait été événement pour moi avait passé inaperçu d'elle, qu'elle pouvait supposer non seulement que j'avais connu Swann chez elle, et M. de Bréauté ailleurs, me faisant ainsi un passé d'homme du monde qu'elle reculait même trop loin, car cette notion du temps écoulé que je venais d'acquérir, la duchesse l'avait aussi, et même avec une illusion inverse de celle qui avait été la mienne de le croire plus court qu'il n'était. Elle, au contraire, exagérait, elle le faisait remonter trop haut, notamment sans tenir compte de cette infinie ligne de démarcation entre le moment où elle était pour moi un nom, puis l'objet de mon amour, et le moment où elle n'avait été pour moi qu'une femme du monde quelconque. Or, je n'étais allé chez elle que dans cette seconde période où elle était pour moi une autre personne. Mais à ses propres yeux, ces différences échappaient, et elle n'eût pas trouvé plus singulier que j'eusse été chez elle 2 ans plus tôt, ne sachant pas qu'elle était alors pour moi une autre personne. Sa personne n'offrant pas pour elle-même, comme pour moi, de discontinuité. Je dis à la duchesse de Guermantes, en lui racontant que Bloch avait cru que c'était l'ancienne princesse de Guermantes qui recevait, cela me rappelle la première soirée où je suis allé chez la princesse de Guermantes, où je croyais ne pas être invité et qu'on allait me mettre à la porte, et où vous aviez une robe toute rouge et des souliers rouges. Mon Dieu, que c'est vieux, tout cela, me répondit la duchesse, accentuant pour moi l'impression du temps écoulé. Elle regardait dans le lointain avec mélancolie, et pourtant insista particulièrement sur la robe rouge. Je lui demandai de me la décrire, ce qu'elle fit complaisamment. Maintenant, cela ne se porterait plus du tout. C'étaient des robes qui se portaient dans ce temps-là. Mais est-ce que ce n'était pas joli, lui dis-je. Elle avait toujours peur de donner un avantage contre elle par ses paroles, de dire quelque chose qui la diminuât. Mais si, moi, je trouvais cela très joli. On n'en porte pas parce que cela ne se fait plus en ce moment, mais cela se reportera. Toutes les modes reviennent,
En robe, en musique, en peinture, ajouta-t-elle avec force, car elle croyait une certaine originalité à cette philosophie. Cependant, la tristesse de vieillir lui rendit sa lassitude qu'un sourire lui disputa. « Vous êtes sûr que c'était des souliers rouges ? Je croyais que c'était des souliers d'or. » J'assurais que cela m'était infiniment présent à l'esprit, sans dire la circonstance qui me permettait de l'affirmer. « Vous êtes gentil de vous rappeler cela, me dit-elle d'un air tendre, car les femmes appellent gentillesse se souvenir de leur beauté, comme les artistes admiraient leurs œuvres. D'ailleurs, si lointain que soit le passé, quand on est une femme de tête comme la duchesse, il ne peut pas être oublié. Vous rappelez-vous, me dit-elle en remerciement de mon souvenir pour sa robe et ses souliers, que nous vous avons ramené, Bazin et moi. Vous aviez une jeune fille qui devait venir vous voir après minuit. Bazin riait de tout son cœur en pensant qu'on vous faisait des visites à cette heure-là. Je me rappelais en effet que ce soir-là, Albertine était venue me voir après la soirée de la princesse de Guermantes. Je me le rappelais aussi bien que la duchesse, moi à qui Albertine était maintenant aussi indifférente que l'eût été à Madame de Guermantes si Madame de Guermantes eût su que la jeune fille à cause de qui je n'avais pas pu entrer chez eux était Albertine. C'est que longtemps après que les pauvres morts sont sortis de nos cœurs, leur poussière indifférente continue à être mêlée, à servir d'alliage aux circonstances du passé. Et sans plus les aimer, il arrive qu'en évoquant une chambre, une allée, un chemin où ils furent à une certaine heure, nous sommes obligés, pour que la place qu'ils occupaient soit remplie, de faire allusion à eux, même sans les regretter, même sans les nommer, même sans permettre qu'on les identifie. Madame de Guermantes n'identifiait guère la jeune fille qui devait venir ce soir-là, n'avait jamais su son nom et n'en parlait qu'à cause de la bizarrerie de l'heure et de la circonstance. Telles sont les formes dernières et peu enviables de la survivance. Si les jugements que la duchesse porta ensuite sur Rachel furent en eux-mêmes médiocres, ils m'intéressèrent en ce que, eux aussi, marquaient une heure nouvelle sur le cadran. Car la duchesse n'avait pas plus complètement que Rachel perdu le souvenir de la soirée que celle-ci avait passée chez elle, mais ce souvenir n'y avait pas subi une moindre transformation. « Je vous dirais, me dit-elle, que cela m'intéresse d'autant plus de l'entendre, et de l'entendre acclamer, que je l'ai déniché, apprécié, prôné, imposé à une époque où personne ne la connaissait et où tout le monde se moquait d'elle. Oui, mon petit, cela va vous étonner, mais la première maison où elle s'est fait entendre en public, c'est chez moi. Oui. Pendant que tous les gens prétendus d'avant-garde, comme ma nouvelle cousine, dit-elle en montrant ironiquement la princesse de Guermantes, qui pour Oriane restait Madame Verdurin, l'aurait laissée crever de faim sans daigner l'entendre. Je l'avais trouvée intéressante. Je lui avais fait offrir un cachet pour venir jouer chez moi devant tout ce que nous faisions de mieux comme gratin. Je peux dire, d'un mot un peu bête et prétentieux, car au fond, le talent n'a besoin de personne, que je l'ai lancée. Bien entendu, elle n'avait pas besoin de moi. J'esquissai un geste de protestation, et je vis que Madame de Guermantes était toute prête à accueillir la thèse opposée. Si, vous croyez que le talent a besoin d'un appui ? Bien au fond, vous avez peut-être raison. C'est curieux, vous dites justement ce que Dumas me disait autrefois. Car dans ce cas, je suis extrêmement flatté, si je suis pour quelque chose, pour si peu que ce soit, non pas évidemment dans le talent, mais dans la renommée d'une telle artiste. Madame de Guermantes préférait abandonner son idée que le talent perce tout seul comme un abcès, parce que c'était plus flatteur pour elle, mais aussi parce que, depuis quelque temps, recevant des nouveaux venus, et étant du reste fatiguée, elle s'était faite assez humble, interrogeant les autres, leur demandant leur opinion pour s'en former une. « Je n'ai pas besoin de vous dire, reprit-elle, que cet intelligent public qui s'appelle le monde ne comprenait absolument rien à cela. On protestait, on riait. J'avais beau leur dire « c'est curieux, c'est intéressant, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait ». On ne me croyait pas, comme on ne m'a jamais cru pour rien. C'est comme la chose qu'elle jouait, c'était une chose de Maeterlinck. Maintenant c'est très connu, mais à ce moment-là, tout le monde s'en moquait. Eh bien moi, je trouvais ça admirable. Ça m'étonne même, quand j'y pense,
qu'une paysanne comme moi, qui n'est que l'éducation des filles de province, ait aimé du premier coup ces choses-là. Naturellement, je n'aurais pas pu dire pourquoi, mais ça me plaisait, ça me remuait. Tenez Bazin, qui n'a rien d'insensible, avait été frappé de l'effet que ça me produisait. Il m'avait dit « Je ne veux plus que vous entendiez ces absurdités, ça vous rend malade. » Et c'était vrai, parce qu'on me prend pour une femme sèche et que je suis au fond un paquet de nerfs.